Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue au Cryptos Technical Briefing, mardi 31 janvier 2024. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous êtes prêts à faire la fiesta pour le réveillon du 31. Moi, en ce qui me concerne, j'ai prévu de danser toute la nuit jusqu'à 5h30 du matin. Enfin, on verra si je tiens jusqu'à 5h30. Alors, mois de décembre, ventre mou. Au fait, finalement, le cours de Bitcoin ne fait plus rien depuis la fin du mois de novembre, mais cette année 2025 sera exceptionnelle. Cette année 2025 sera exceptionnelle et d'ailleurs, cette phase de correction en place, de transition en place sur le mois de décembre va nous permettre de repartir fort. Vous allez voir, d'entrée de jeu, je vous le dis, le premier trimestre 2025 sera exceptionnel. Ça ne veut pas dire qu'on va pumper dès le 1er janvier. Je vais être précis dans cette vidéo. J'ai eu envie de faire une vidéo un peu particulière. J'ai rassemblé les 8 raisons, donc 5, 3, les 8 raisons majeures pour lesquelles je crois aux 200 000 $ pour la fin du cycle haussier de Bitcoin fin 2025. Le cycle haussier ne se terminera pas le 31 décembre 2025. Sa fin sera quelque part entre août et octobre 2025. Il y aura un premier top majeur mi-mars. Je vais être à nouveau précis sur ces histoires de cycle. 8 raisons majeures pour lesquelles j'estime que ce que fait Bitcoin depuis la fin du mois de novembre n'est qu'une phase de pause, n'est qu'une phase de retracement, n'est qu'une phase de correction et que ça va repartir fort. Et vous allez voir, nous allons finir le premier trimestre 2025 tout en haut. Chers amis, je vais donc vous présenter ces 8 raisons. Faites attention, ce 31, bien sûr. Buvez avec modération. Petite technique. Un verre d'alcool, un verre d'eau. Vous n'êtes pas obligé de boire de l'alcool. Moi, en ce qui me concerne, je vais commencer cette soirée, ce réveillon du 31 avec de l'eau et du Coca-Cola zéro. Après, du bon vin de qualité. Et toujours, alors il y a deux techniques. Soit vous espacez vos consommations avec un verre d'eau. Soit vous mettez directement de l'eau. Non, on va pas se mentir. Hein, si vous sortez le vin qui est servi à l'extérieur, bon, moins de payer la soirée, je sais pas combien, c'est pas du vin de grande qualité, donc franchement, ne vous en voulez pas. Bah, personnellement, je ne m'en veux pas de le couper à l'eau. C'est parti, 8 raisons majeures pour lesquelles je crois fermement aux 200 000 $ du cours du Bitcoin pour la fin du cycle haussier en 2025. Allez, chers amis, c'est parti, 8 raisons majeures pour lesquelles je crois aux 200 000 $ à horizon fin 2025, nous commençons rapidement par un bilan de l'année. L'année se termine, nous sommes le 31 janvier, Bitcoin. Performance comparée en 2024, c'est quand même pour vous rappeler, Bitcoin est quand même tout en haut de la hiérarchie. 109% de hausse annuelle, petite temporisation de fin d'année. Rien d'alarmant, et donc c'est parti. Première raison pour laquelle je crois aux 200 000 $ à horizon de cette fin d'année 2025. La raison numéro 1, la plus sérieuse d'entre toutes, car j'ai la foi. Guys, do you have faith? Do you have faith, Shadow? Celui qui a la référence aura toute mon admiration. Do you have faith, Shadow? Non, je rigole. Bon, c'est ma première raison non sérieuse. La foi en ce qu'est Bitcoin, un currency token, la foi en la philosophie Bitcoin, la foi en Satoshi Nakamoto, la foi en la décentralisation, la foi en la blockchain, la foi en ce que vous voulez, la foi dans les ETF, la foi dans la finance institutionnelle, la foi en Donald Trump, la foi en la nouvelle régulation à venir. Bon, bref, c'était une première raison non sérieuse, car bien sûr, je ne parle pas ici de foi religieuse, mais on peut croire aussi fermement. C'est d'ailleurs ici, cette raison numéro 1, ça c'est l'argument qu'avancent les Bitcoin maximalistes, hein, qui pensent qu'à horizon 15, 20 ans, 50 ans, Bitcoin aura remplacé toutes les monnaies fiat du monde. Je l'ai mis en raison numéro 1, car bien sûr, ce n'est pas ma raison numéro 1, mais voilà, les Bitcoin maximalistes, les Bitcoiners maximalistes mettent en avant cette raison. Donc ça, c'était la première raison non sérieuse. Deuxième raison et première raison sérieuse. Raison numéro 2. La répétition parfaite du cycle historique de Bitcoin de 4 ans, structuré autour du halving quadriennal avec une fin de bull run estimée au 4e trimestre 2025. Je ne vais pas vous refaire toutes. Je ne vais pas vous refaire tout ce que je vous avais déjà montré sur le cycle Bitcoin. J'ai ici resélectionné l'essentiel. Nous sommes à mi-chemin. Nous sommes à mi-chemin. Il y a devant nous, au minimum, 150 jours, à 250 jours encore devant nous, de phase haussière, de cycle haussier, c'est-à-dire où les corrections ne sont que des corrections intermédiaires avant que la tendance haussière ne redémarre. C'est ça qui est important. Ça permet de qualifier les corrections.
Alors, ce cycle haussier se structure autour du halving quadriennal, le bear market, la reprise accumulation, le halving, le bull run. On sait à peu près où est-ce que ça nous emmène. Nous sommes donc en phase de bull run. Pour comparer les cycles, vous savez qu'il y a plusieurs façons de faire. On peut comparer les cycles en les alignant sur le nombre de jours depuis le halving, le nombre de jours depuis l'ancien sommet du précédent cycle, le nombre de jours depuis le point bas du précédent bear market, le nombre de jours depuis la cassure de l'ex-ATH et la répétition calendaire. Moi, je fais ça tous les jours. Je pense avoir identifié laquelle produit les meilleurs effets. C'est le nombre de jours qui se passe depuis le halving. Et vous allez voir, au plus tard du plus tard, la tendance haussière va redémarrer la deuxième semaine du mois de janvier. Prenez note, au plus tard du plus tard, la tendance haussière va redémarrer la deuxième semaine du mois de janvier. Donc la raison numéro 2, bien si nous l'illustrions, cette raison numéro 2, donc oui, ça je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, le cycle haussier de 4 ans de Bitcoin, 4 ans ça sépare alors soit les points bas des bear market, soit les tops de cycle haussier de 4 ans, ce cycle haussier de 4 ans qui voit donc une première phase de bear market qui dure 1 an environ, une rephase d'accumulation, le halving, donc qui consiste par diviser par 2 la prime de bear. C'est parce que ce cycle de Bitcoin, c'est uniquement parce que sa production est divisée par 2 tous les 4 ans. Voilà, c'est le principe de la raréfaction, de la scarcity. Et après le halving, une phase de bull run. Bear market, point bas, réaccumulation, halving, bull run, bear market, point bas, réaccumulation, halving. C'était notre halving et donc bull run. Et si donc ce cycle se répète, le bull run doit trouver sa fin quelque part en octobre prochain. Moi, je vais bien sûr affiner ça parce que c'est pas 4 ans pile, hein, c'est plus ou moins, donc ça passera peut-être fin août, début septembre, mi-octobre. On aura le temps 1000 fois d'ici là de voir ce qui se passe. Et en tout cas, nous sommes dans une répétition de cycle qui est parfaite. Petit graphique pour mettre en avant ce cycle de 4 ans. Donc, bear market. Vous avez ici sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données annuelles. Bitcoin Yearly Candles de notre ami Bitcoin. Bear market, 3 ans de hausse. Bear market, 3 ans de hausse. Bear market, et il nous manque cette petite année 2025. Alors on en a quand même pas mal sous le pied, mais il reste cette petite année 2025. Voici donc une autre façon d'illustrer ce cycle de 4 ans, et donc pourquoi j'estime que 2025 sera une superbe année pour le cours du Bitcoin. Et voilà pourquoi cette correction en place depuis début décembre ne m'inquiète absolument pas, car elle vient construire la tendance haussière. Pour comparer les cycles, il y a 1000 façons de faire. Où est-ce qu'on en est? Non, c'est pas terminé maintenant. Non, et non, et non, et non. Une fois pour toutes, non. Alors, bon, déjà, les 200 000 $, ça je vous l'avais déjà montré, c'est que cycle après cycle, on voit que une part décroissante de la hausse est réalisée après le halving. Donc là, j'applique ça, et en appliquant les 80%, sachant qu'avant le halving, on avait fait de 15 à 70, c'est donc 20%, vous savez faire des maths, si de 15 à 70, c'est 20%, et ben donc c'est 200K pour les 80% qui restent. Donc ça c'est la répétition de cycle. Maintenant, j'ai plein d'outils pour comparer les cycles. Depuis la répétition de cycle en tenant compte du temps qui passe depuis l'ancien sommet, depuis le point bas du bear, depuis le halving, depuis le breakout de l'ATH. J'ai tout comparé, je pense avoir identifié la meilleure façon de faire. Celle qui produit ses meilleurs effets, c'est la comparaison de cycle en tenant compte du nombre de jours depuis le halving. Nous sommes 255 jours après le halving ce mardi. Et donc, en bleu, vous avez le cycle de 2012. En vert, le cycle de 2020. En orange, le cycle de 2016. Et en rouge, c'est new, le cycle red. Guys, c'est juste trop propre. Checkez-moi, juste checker. Alors, on est un peu plus faible, mais on a eu, sur le cycle de 2020, on a eu cette phase de pump, la correction qui avait commencé 242 jours après le halving. En orange, on a eu cette phase de pump. Là, nous, on a eu notre phase de pump à 108 et la correction a commencé, pareil, 240 jours après le halving, depuis 2 semaines. Et donc, regardez là, entre 255 jours après le halving et 261, ça va être une phase de bottom. Là, nous sommes aujourd'hui 255 jours après le halving et on a une phase de bottom en répétition de cycle attendue entre 255 et 261. Et nous sommes 254 jours après le halving, c'est-à-dire que entre 4 jours et à une semaine devant nous. Donc, moi, j'estime qu'au plus tard, nous nous réalignons sur le pump, au plus tard, en début de semaine prochaine, au plus tard, la seconde semaine du mois de janvier. Et donc ça, c'est ce qui nous emmène
peine au milieu du mois de mars. Et d'ailleurs, prenons un peu de hauteur. Au minimum du minimum, le cycle haussier se terminera 400 jours après le halving, et au plus tard du plus tard, 500 jours après le halving. Les amis, au minimum, le cycle haussier se terminera 400, nous on est en rouge, 400 jours après le halving, et au plus tard 500 jours. Nous sommes 254 jours. Il y a un max 2 jours de cycle haussier devant nous. Donc, tranquille. Ça, c'est donc mon premier argument. Je peux l'illustrer encore en vous remontrant le stock to flow, mais ça, tout le monde a pitié. Alors, je ne crois pas forcément à l'objectif du stock to flow, mais ça permet de voir ce cycle de 4 ans, qui, ma foi, est un joli cycle. Raison numéro 3. La présence dominante des institutionnels avec les ETF Bitcoin Spot, voire les ETF Gold. Et oui, les amis, les ETF US sont arrivés il y a 1 an. Vous savez qu'en termes de capitaux, ça représente, on n'est pas encore à la valeur des ETF Gold, sauf qu'en 1 an, on a fait les 2 tiers du chemin, alors que les ETF Gold sont ici depuis 22 ans. Donc ça, c'est un truc de psychopathe. C'est que le début. Derrière les ETF, c'est surtout du flux institutionnel. Il n'y a pas beaucoup de retail. Derrière les ETF, c'est du flux institutionnel. Ça, c'est vraiment là, c'est un argument de poids. Les 3 cycles précédents n'avaient pas ça. Je vous dis juste ça, je vais vous montrer ça en comparé avec l'or. Donc, oui, alors, nous sommes donc maintenant à 106 milliards sur les ETF Bitcoin Spot US, 106 milliards. Vous avez ici un classement des ETF Bitcoin Spot US avec forcément donc 52 milliards pour celui de BlackRock, 19 milliards pour Grayscale, 19 milliards pour Fidelity, 4 milliards pour ARK Invest, etc. Donc au total, on atteint les 100 milliards, on est maintenant au-dessus des 100 milliards. Et vous avez ici un tableau qui vous montre les autres ETF. Alors oui, le plus gros ETF du monde, c'est un ETF S&P 500, il a 600 milliards, mais on s'en fout de ça. On compare avec ce qui est comparable. Et le Gold, le premier ETF Gold, il est à 72 milliards. Les amis, les ETF Gold ont été lancés ici, en 2003. En 2003, les ETF Gold ont été lancés en 2003. Les ETF US, il y a 1 an. Et nous sommes déjà à un moment où le premier ETF Bitcoin est quasiment en train d'atteindre, et il va le dépasser, le premier ETF Gold du monde, qui est le 7e ETF du monde, celui de SPDR, Gold Trust. Donc, ça, c'est quand même un argument incroyable. Donc, il y a déjà 100 milliards qui sont arrivés sur les ETF US. Et lorsque vous regardez, je suis sur le site du World Council, ce site qui rassemble les principales compagnies minières de gold avec beaucoup de data. Le montant total des capitaux sur les ETF Gold, prenez Amérique du Nord, Europe, Asie et Other, je ne sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais le reste, c'est 271 milliards. Donc, c'est colossal le chemin qu'ont parcouru les ETF Bitcoin depuis 1 an. Et 2025 verra peut-être ces ETF rattraper le gold. Donc ça, c'est bien sûr un argument majeur pour croire au développement du cycle haussier et, en 2025. Argument numéro 4, la Réserve fédérale américaine sera beaucoup plus accommodante que prévu en 2025. Alors là, clairement, la Réserve fédérale a douché tout le monde, elle a fait peur à tout le monde en envoyant des projections macroéconomiques hyper pessimistes mi-décembre, en nous disant que l'inflation ne baissera pas. Alors, il y avait aussi l'air à moitié plein, pas de hausse du taux de chômage, mais une croissance inflationniste. Et l'inflation, ça nous embête. Ça maintient le taux et le dollar trop haut. Mais en fait, non. Il fallait savoir lire entre les lignes. Il faut lire en filigrane. En étant pessimiste, la Fed, elle s'est donné des marges de manœuvre. Il ne peut y avoir que des bonnes nouvelles. En nous disant, d'ailleurs, suite à la décision de la Fed, il y a eu la mise à jour de l'inflation USPCE, et c'était déjà largement inférieur à ce que nous disait la Fed. D'autre part, l'inflation est en surchauffe cette fin 2024 parce qu'il y a un effet de base qui disparaît au premier trimestre 2025. Je vais vous montrer. Donc, la Fed, en ayant produit des objectifs macro pessimistes en termes d'inflation, peut avoir que des bonnes nouvelles. Et finalement, dès qu'on aura des chiffres sous ce qu'elle a fixé, elle pourra baisser à nouveau ses taux. Donc, ce marché qui pense qu'il n'y aura qu'une baisse de taux en 2025, la Fed qui nous dit qu'il n'y en aura que 2 en 2025, c'est du flan, il y en aura beaucoup plus. Sauf qu'elle ne pouvait pas dire le contraire.
il y a l'incertitude Trump, il y avait cette remontée de l'inflation légère fin 2024 à cause d'un effet de base. Il fallait qu'elle mette des cibles un peu pessimistes pour voir venir, pour se donner de la marge. Si elle avait été trop optimiste et que les chiffres étaient bons, elle ne pouvait pas baisser ses taux. Parce qu'elle aurait mis des cibles beaucoup trop basses. Donc en fait, c'est ça. Elle a été intelligente sur ce coup, en étant pessimiste. Écoutez, j'illustre ça. Donc effectivement, la Fed a fixé des objectifs, ça ce sont les données qu'elle a mises à jour mi-décembre, en nous disant donc que l'inflation PCE baissera pas en nominal, quasiment pas encore, donc elle a mis 2,5. Taux de chômage dépassera pas 4,3. Alors, davantage de croissance, mais davantage de croissance inflationniste, et surtout seulement 2 baisses de taux max, alors qu'elle nous disait qu'il y en aurait 4 en septembre dernier. Mais elle sera beaucoup plus accommodante que prévu. Mais effectivement, au stade actuel, le marché est pessimiste. Vous avez sous les yeux donc ce graphique que j'ai reconstitué de l'évolution des taux d'intérêt de la Fed qui a donc baissé 4 fois ses taux depuis septembre dernier. La Fed nous dit qu'il n'y aura que 2 baisses de taux en 2025, et la haute finance est encore plus pessimiste. Une seule. Ça, moi je dis, c'est faux. On ira beaucoup plus bas en matière de taux d'intérêt des fonds fédéraux en 2025. La Fed a été... Typiquement, la Fed a 2 objectifs macro pour orienter sa politique monétaire. Le marché du travail, l'inflation. Elle nous a collé un seuil d'alerte à 4,3% de la population active. Le taux de chômage US actuellement, il n'est pas à 4,20. Parce que là, c'est un graphique qui arrondit. Il est à 4,24. Le prochain rapport NFP, d'ailleurs, va être publié la semaine prochaine. Mais attendez, la Fed a abaissé son seuil d'alerte à 4,3. Et justement, les amis, il suffit d'un rapport NFP, il suffit d'un seul rapport sur le marché du travail US. Le taux de chômage à 4,25. Et si dans le prochain, il est à 4,32, ben ça y est, la Fed est obligée de rebaisser ses taux. Puisqu'elle nous dit en l'état qu'elle ne tolérera pas un taux de chômage à 4,3. En affichant une pseudo-confiance que ça ne dépassera jamais ce seuil. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? On regarde beaucoup d'indicateurs, il y a beaucoup d'indicateurs avancés de l'emploi. Je déconne quand je dis qu'est-ce qu'elle en sait. Hein. Ils ont ce qu'il faut en interne pour bosser le sujet. Mais lorsque vous regardez les derniers indicateurs avancés de l'emploi, c'est pas bon. Ça, c'est plutôt pas mal pour envisager la reprise des baisses de taux plus rapides que prévu. On verra. Le prochain rapport NFP, c'est début janvier, puis ensuite, c'est le premier vendredi de chaque mois. On dépasse son seuil d'alerte, boum, elle reprend les baisses de taux. Donc alors, quand je vois que la haute finance n'en voit qu'un ou deux, même là, j'y crois pas. Mais c'est pareil pour l'inflation. C'est pareil pour l'inflation. La Fed nous dit, ça vous avez l'inflation PCE, en version médiane, nominale et corps. La Fed nous dit en 2025, l'inflation ne passera pas sous 2,5. On y est déjà. En version nominale, on est un peu en dessous. En version corps, la courbe la plus importante, c'est le bleu. Nous sommes à 2,8, parce qu'il y a une surchauffe, je vais vous montrer pourquoi. Mais en fait, il suffit d'avoir... D'ailleurs, le dernier PCE était bien plus optimiste que ce que la Fed a dit. Hein. Il a été mis à jour 2 jours après sa communication. Bon, elle est déjà dans l'erreur. Mais regardez, on est tout proche. Une reprise de la désinflation courant du T1. Alors, pour moi, la désinflation va reprendre sur les chiffres de 2025. Attention, les chiffres de janvier 2025 sont publiés en février 2025. Moi, vous savez que je pense vraiment que c'est février 2025 qui verra un gros pump du marché crypto. Parce que déjà, il y a des raisons de saisonnalité, mais les premiers chiffres à nouveau favorables de désinflation tomberont, ce sont ceux de janvier. Mais l'inflation de janvier est publiée en février. Il y a un effet de base défavorable qui disparaît. L'effet de base, c'est vrai qu'on calcule un taux d'inflation, c'est un taux de variation annuelle. Je montre un truc tout con. Là, vous avez le CPI, l'inflation CPI en version absolue. Regardez fin 2023. Il était en baisse septembre, octobre, novembre, décembre 2023. Donc, comment expliquer la surchauffe de l'inflation fin 2024 ? C'est parce qu'on a fait le taux de variation entre l'inflation fin 2024 et ce qu'elle était fin 2023. Elle était en baisse. Mais regardez, à partir de janvier, l'effet de base défavorable disparaît. Donc mécaniquement, ça va faire rebaisser le taux d'inflation. Mais il va falloir attendre février pour ça. Parce que les chiffres de janvier sont publiés en février. Donc, il y aura, selon moi, beaucoup plus de baisses de taux que prévu de la part de la Fed en 2025. Raison numéro 5. Une régulation prospective crypto favorable aux USA. Alors,
Là, on commence à rentrer un peu dans la prospective, c'est-à-dire que tout ce qu'on attend, hein, toutes les promesses de campagne de Donald Trump, mais il a dit qu'il tiendrait toutes ses promesses. Mais il y a déjà des choses. Il a dégagé Gary Gensler. Enfin, le mec est encore à sa place. Gary Gensler, vous savez, ok, il a validé les ETF, Bitcoin Spot US, mais il a pris son temps, il n'avait pas le choix. BlackRock derrière, ça pousse. Mais surtout, à partir du 20 janvier, c'est Paul Atkins qui arrive à la SEC. Le mec est ouvertement pro-crypto. Ouvertement pro-crypto. La SEC, c'est l'équivalent de l'AMF en France. Deuxième point. David Sachs. David Sachs a été nommé conseiller spécial en intelligence artificielle et crypto-monnaie par Donald Trump. Tout ce beau monde la ferme ces dernières semaines. Mais vous allez voir qu'une fois Trump au pouvoir, à partir du 20 janvier, tout ce beau monde va recommuniquer. Des choses positives, un cadre réglementaire favorable, inédit, arrive aux États-Unis avec ces gens-là. Donc, vous voyez déjà, ça fait qu'on commence à avoir pas mal les arguments, la simple répétition du cycle Bitcoin. Mon hypothèse que la Fed sera beaucoup plus accommodante que prévu. Les ETF US Bitcoin qui sont en train de rattraper le gold, qui sont là depuis plus de 20 ans. Un cadre réglementaire favorable, il y a quand même beaucoup de choses. Mais là, bien sûr, pour ça, maintenant nous sommes en attente de communication. Mais tout ce beau monde est obligé de la boucler en attendant l'investiture de Trump. Donc il faut être patient. Il faut être patient. Raison numéro 6, la réserve stratégique US en Bitcoin et la démocratisation du Bitcoin dans la trésorerie d'entreprise, selon le modèle de MicroStrategy. Alors, là, désespoir et de la prudence. Bien sûr, la réserve stratégique en Bitcoin. Depuis la victoire de Trump, il y a eu peu de communication sur le sujet. Assez peu. Bon, ça viendra. Ça viendra à partir de fin janvier, mi-janvier, fin janvier. Là, il faut faire attention. Bien sûr, la réserve stratégique en Bitcoin. Alors déjà, la Fed a dit qu'elle n'achèterait pas de Bitcoin. Rassurez-vous, c'était hors de question que la Fed en achète. Ce sera le trésor des États-Unis, d'accord, qui détiendra ces Bitcoins. Après, on ne sait pas exactement ce qui est prévu. S'agit-il de convertir les Bitcoins que détient déjà le gouvernement américain en réserve? S'agit-il d'acheter des Bitcoins? S'agit-il d'en acheter régulièrement? Quelle fréquence, quel montant? Tout ça n'est pas connu. Mais ça va être un élément très important pour savoir jusqu'où ira ce cycle de Bitcoin en 2025. Et donc ça, c'est un des éléments. Moi, je suis optimiste sur le sujet, mais nous ne connaissons pas encore les détails. Les détails, c'est combien de bitcoins vont être achetés et quelle fréquence. Bon, donc ça, bien sûr, c'est un élément prospectif potentiellement très positif, mais nous en attendons les détails. Ensuite, la démocratisation de Bitcoin dans la trésorerie d'entreprises comme MicroStrategy. Bon, MicroStrategy, ça part en sucette, hein, mais bon, ça, voilà. Hein. Mais on voit bien que de plus en plus de boîtes américaines, et je pense qu'en plus, lorsqu'on va avoir les premières annonces réglementaires favorables avec Paul Atkins, David Sachs, ça va peut-être inciter d'autres entreprises à commencer à mettre dans leur trésorerie du Bitcoin. Bon, ce sont des choses, vous voyez, tout ça peut se conjuguer et agir ensemble. Mais pour la réserve stratégique, il est vraiment en attente des détails. Et c'est là où il ne faut pas être déçu dans ce que sera exactement cette réserve stratégique de Bitcoin. Raison numéro 7, les objectifs haussiers long terme de l'analyse technique Bitcoin pour l'année 2025. Bon, alors ça, je vous remonte ça rapidos. Bien sûr, mes objectifs haussiers long terme. Alors toujours les deux hypothèses. Dans tous les cas, j'ai une zone minimum à 140K. Donc l'hypothèse de la VAC 5, l'hypothèse de la VAC 5 me donne une target entre 128K et 145K. Donc une vague 5, on reporte soit l'amplitude de la vague 3, soit l'amplitude de la vague 1, soit une proportion du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Et donc ça me donne quelque chose compris entre 128K et 145K. Ensuite, vous avez l'autre hypothèse qui consiste en la grande vague 3. Ça ne marche qu'en échelle arithmétique. La cible théorique de la vague 3, c'est minimum 1,61,8 du bas de la 1 reporté au bas de la 2. Et ça me donne aussi 142K. Il y a trop de trucs qui passent entre 140 et 150. Alors, le titre de la vidéo, c'est pourquoi je crois aux 200K. Ok, d'accord. Là, je vous donne la cible minimale pour le cycle de 2025. Une vague 3
Ça peut aller jusqu'à 2,61,8 d'extension. Et oh, miracle, 201K. Raison numéro 8. La raison numéro 8. 1 dollar US sous pression en 2025. Là, je m'avance un peu. Parce que au stade actuel, la divergence des politiques monétaires, notamment entre la Fed et la BCE, n'autorise pas ce scénario. Mais voilà, il a mis Trump. Et dollar US est en train de faire exactement ce qu'il avait fait au moment du premier mandat de Trump. Il avait pumpé dans la phase entre l'élection et la prise de mandat, et il a chuté ensuite. Pourquoi ? Trump ne dirige pas la politique monétaire, il ne dirige pas le marché d'échange, mais il communique. Ne sous-estimez pas le poids des mots, du verbe, le poids de la communication publique. Et Trump, il ne veut pas un dollar faible, il ne veut pas un dollar trop fort. Rappelez-vous sa priorité de réduire le déficit commercial vis-à-vis de la Chine, le Mexique, le Canada, l'Allemagne. Pour lui, un pays avec lequel il est en déficit commercial, c'est un pays qui lui vole du pognon. Il n'aime pas ça. Un dollar trop fort, c'est une catastrophe pour la balance commerciale américaine. Je vous montre ce que le dollar fut à l'époque. Ce que le dollar fit à l'époque du premier mandat de Donald Trump. Voilà, premier mandat de Trump. Là, vous avez eu la phase d'élection, novembre, ça avait pumpé. Dès la prise de fonction en janvier, 2 ans de baisse. Là, il y a eu l'élection, ça pump. Pour l'instant, techniquement, il n'y a rien de riche. Mais je ne serais pas surpris de voir, quelque part dans le courant du premier trimestre 2025, des pressions mises par la nouvelle administration Trump pour éviter un dollar trop fort. Et ça, c'est donc une raison pour laquelle je pense que nous aurons un Bitcoin en 2025. Je vais prendre moins de risques que mon titre, entre 145 000 et 200 000, même si moi je crois aux 200 000 $ du cours du Bitcoin. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette dernière vidéo de l'année, et j'aurai le plaisir de vous retrouver en 2025 pour la prochaine édition du Cryptost Technical Briefing.